Chapitre 12. Lucrezia, l'intranquille. Oui, Nicolina, ta propre fille, Lucrezia l'intranquille. Elle a même hérité d'un sobriquet infamant pour cette occasion. Ah, tu peux être fier d'elle. Dehors, en sous-vêtements au milieu de la nuit, débraillée parmi tous ces débauchés. Dieu sait ce qu'elle a vu ou fait. Et quelle langue de vipère, quelle fausseté impardonnable. Elle est partie en disant que le silence et l'obscurité lui feraient du bien. Cette chienne sans vergogne, prête à se rouler avec ses loques d'aristocrate, prête à se coucher aux pieds de Gemma. Tu te rends compte à quel point elle nous couvre de ridicule, de honte? Je ne veux plus la voir, qu'elle ne reparaisse pas devant moi, ni à table, ni nulle part, que je ne la croise pas dans la maison, qu'elle reste enfermée dans sa chambre, tu m'entends? Lucrezia l'intranquille n'est pas ma fille, tu entends? Elle me fait honte, je la rosserais à nouveau si je n'avais pas peur de la tuer. Nicolina courbait l'échine devant l'orage, la gorge serrée, le cœur battant. Elle aussi était en colère contre Lucrezia, en colère surtout parce que la petite lui avait retiré tout moyen de la défendre et qu'il ne lui restait rien, pas le plus petit argument en sa faveur. Elle avait quitté la maison nuitamment, sans permission, à moitié dévêtue, pour aller retrouver sa tante et faire un scandale. Elle avait mêlé son nom à une soirée de débauche. Mais pourquoi? Pourquoi? Était-ce Fabio qui avait raison? Était-ce sa nature féminine qui la travaillait par en dessous depuis que ses seins poussaient? Nicolina était une fervente adepte du temple de la mère. Au fond d'elle, elle ne pouvait se résoudre à croire que la femme ne s'épanouissait que dans la corruption, que l'éclosion de la fleur de chair de son sexe répandait dans tout son être ce parfum de malignité, cette bassesse, cette veulerie que son mari lui prêtait. Lucrezia était une enfant, et son père était trop dur avec elle. La plupart du temps, cette vérité était recouverte par des couches épaisses et sédimentées d'habitudes, de discours creux et d'oubli volontaire. Mais lorsque Fabio prenait Lucrezia pour cible, même lorsqu'elle l'avait mérité, la conscience de Nicolina, aiguillonnée par l'amour maternel, s'extirpait du marécage de sa soumission et pour un instant prenait son envol. Alors, une solidarité immédiate et muette la reliait à sa fille, quoi qu'elle eût fait, quoi que dit son père. Elle souffrait de chaque coup que sa fille recevait, de chaque punition édictée, de chaque insulte, plus encore que s'ils lui eussent été destinés. Fabio ne le savait pas, ou feignait de l'ignorer, il exigeait d'elle une rigueur inflexible, mais elle trouvait toujours le moyen, dans son dos, de porter à sa fille le témoignage furtif, désolé, de son amour. Elle dut attendre plusieurs heures ce jour-là, que Fabio sortit. Puis elle donna des ordres aux petites mains pour contenir les garçons et entra dans la chambre de Lucrezia, dont les volets étaient clos. Une atmosphère d'abandon, de sueur aigre, stagnait dans la chambre. Lucrezia était parfaitement immobile et silencieuse, sur son lit, les yeux ouverts. Elle ne réagit pas quand sa mère s'approcha. « Lucrezia !» murmura Nicolina, suffoquée par un chagrin sincère. L'enfant avait été battu. Nicolina n'avait pas assisté à la scène, mais elle avait entendu le bruit des coups et les supplications de la petite fille. Lucrezia, tout en pleurant, n'avait cessé de demander à son père s'il n'avait pas honte de les envoyer tous à la mort. Et Nicolina, en larmes, derrière la porte close qui frissonnait de la vibration des coups, en avait conclu que la petite, éperdue de frayeur, délirait. Fabio la frappait pour la faire taire, et Nicolina, le visage presque collé à la porte, sans oser l'ouvrir, avait supplié sa fille à voix basse d'arrêter de parler. Mais Lucrezia était têtue, et elle avait reposé la question 4, 5 fois, avant de s'étrangler dans un sanglot plus fort que les autres. Nicolina avait poussé un soupir de soulagement lorsqu'elle avait compris que la correction était terminée. Fabio était sorti peu après, et elle n'avait jeté qu'un coup d'œil furtif sur le masque bestial qui défigurait ses traits. « Ne t'avise pas d'aller la voir, Corrado s'en occupera. »« Corrado ?» avait murmuré Nicolina, les yeux écarquillés. « Je ne veux pas de femme autour d'elle. » Et la journée s'était passée ainsi.
Nicolina avait dû accomplir, comme si de rien n'était, tous les gestes quotidiens que sa famille attendait d'elle. Elle s'était occupée de Dino, elle avait déjeuné avec son mari, elle était allée faire une visite de courtoisie programmée ce jour-là. « Lucrezia, ma chérie !» La petite fille tourna la tête vers sa mère. Son joli visage était tuméfié, et une plaie gonflée saignait sur ses lèvres. Ses cheveux étaient collés sur son visage par le sang et la sueur. Nicolina fondit en larmes et dégagea les mèches gluantes, avec une délicatesse infinie. « Mère, tu dois m'écouter. » C'était la mère qui pleurait, et l'enfant qui la regardait gravement. « As-tu faim? Soif? » « Écoute-moi, mère, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Nicolina, qui avait pris sur elle tout le jour, mit un certain temps à se contenir. Elle saisit la main de sa fille, à peu près intacte, et la tint serrée contre sa bouche. « Père est un monstre, dit Lucrezia. Je t'interdis de... Nous n'avons pas le temps, maman. Il a dans son bureau un mémoire, écrit par des savants étrangers, un mémoire qui explique sans le moindre doute possible que le Zoccolo va rentrer en éruption dans un futur très proche. Comment le sais-tu, Lucrezia? Tu as toujours eu tant d'imagination. Non, mère, s'il te plaît, je le sais parce que je suis une menteuse et une fouineuse, parce que je fouille dans ses affaires quand il n'est pas là, et que je me promène partout où c'est interdit. Nicolina pleurait à nouveau, doucement. « Je ne te crois pas, ma chérie. »« Regarde. » Lucrezia sortit sa clé. « Tu peux la prendre si tu veux. Je l'ai fait faire après qu'il m'a enfermée la dernière fois. Mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que Gemma va mourir, avec tous ses amis, avec tous les jeunes aristocrates de Marsilia. Ils vont tous mourir dans cette éruption. Et Père le sait, il le veut. Il a déjà pris contact avec les marchands de la ville pour tout réorganiser quand ils seront partis. Mais... ils ne reviendront jamais, mère. Ils vont mourir là-bas. Et ce n'est pas tout. » Nicolina, habituée à céder aux volontés plus fortes que la sienne, ne luttait plus. Elle leva les yeux sur sa fille et attendit. « La cité de Marsilia, le port, le palazzo ne sont pas sûrs d'être épargnés. Père en envoie certains à la mort et joue quitte au double pour les autres. »« Que veux-tu dire ? » Nul ne peut prévoir ce que détruira le volcan, mère. Il peut très bien détruire le lieu même où nous sommes. Tu dois lui demander de partir, avec nous. Nous sommes tous en danger, mère. J'espère qu'il nous laissera nous éloigner du danger. J'ai si peur. » À cet instant, la petite voix inquisitrice de Puccio retentit dans le couloir. « Mère, tu n'avais pas le droit d'entrer dans sa chambre. Elle ne doit voir personne. » Nicolina se leva, porta encore la main de sa fille à ses lèvres et sécha ses larmes du revers de sa main. Dans le couloir, Puccio l'attendait et la toisa avec dédain. « Depuis quand regardes-tu ta mère avec cet air insolent ?» demanda Nicolina d'une voix blanche. « Depuis que ma mère désobéit à son maître. » Nicolina, du fond de sa détresse, eut un sursaut. Puccio imitait les moindres expressions de son père, et plus les jours passaient, plus il se constituait comme une petite réplique miniaturisée de son puissant modèle. Comment ce garçon, si tendre quelques années auparavant, était-il devenu cette petite outre, pleine de mépris et de haine, ce petit étranger hostile qui la jugeait parce qu'elle était femme? Elle se redressa de toute sa hauteur, et d'un air digne attrapa les cheveux de Puccio sur la tempe et les tira sans pitié. « Je te signale, Puccio, que tu n'es pas encore un homme, et que si tu t'avises à nouveau de me donner des ordres ou de me faire des reproches comme si j'étais la première petite main venue, tu apprendras à tes dépens qu'un cœur de femme peut devenir très dur, et particulièrement le cœur blessé d'une mère. » Elle le lâcha. La douleur avait fait monter les larmes aux yeux de l'enfant, qui n'osa pas répliquer. « Ta sœur méritait une correction, je ne discuterai pas de cette question. Mais ton père a tellement frappé son visage qu'elle est méconnaissable. Personne n'est venu la laver, ni la soigner, personne n'est venu la consoler. Tu n'aurais probablement pas supporté le 10e d'une semblable correction. Est-ce que tu l'entends supplier? Pleurer? Je suis allée lui parler pendant quelques minutes. Tu trouves que c'est encore trop? » Puccio, surpris, bredouilla. « Non, mère. » « Très bien. Alors je compte sur toi pour garder ta langue, et je tâcherai de mon côté d'oublier cet incident. Va te préparer pour le dîner, et arrête de rôder dans ces parages. » Puccio ne se le fit pas demander 2 fois, et Nicolina, saisie d'une grande tristesse, presque aussi profonde qu'un deuil, le regarda lui tourner le dos et s'éloigner d'elle dans le couloir. Alors,
Saisissant sa clé personnelle, elle pénétra dans le bureau de son mari, et n'eut pas longtemps à chercher avant de tomber sur le mémoire, qu'elle feuilleta longtemps, sans parvenir à détacher ses yeux des étranges symboles, ni surtout des cartes griffonnées sur les dernières pages. Hypnotisée, elle se sentit happée par ces lignes schématiques qui lui parurent s'animer sous ses yeux, se métamorphoser en un paysage entier, en villes, rivières, routes et collines, tandis que les hachures rouges se muaient en nuages de flammes et de mort. La chambre conjugale ressemblait à un décor de théâtre, tant elle était vaste et majestueuse. Le lit, immense, était surélevé, et l'on y accédait par 4 marches de marbre sur 3 côtés. La tête de lit, sculptée par un grand ébéniste, portait les armes des Albarreño, comme le dais qui recouvrait solennellement le baldaquin. C'était un lit prévu pour une scène d'enfantement ou d'agonie, et Nicolina ne s'y était jamais sentie parfaitement à l'aise pour dormir. Souvent, avant d'ouvrir les yeux, elle avait l'impression, durant un bref moment, de se trouver encore dans la petite chambre douillette de sa maison bourgeoise, à l'extérieur du palazzo, d'où l'on entendait parfois le bruit rassurant des carrioles et des commerces. Puis elle ouvrait les yeux, comme on assiste à un lever de rideau, et le décor qui était autour d'elle lui en imposait toujours un peu. Elle se sentait plus à l'aise avec son mari lorsque l'obscurité noyait toute cette grandeur, lorsque la chaleur de leur corps recréait une alcôve dans ces vastes surfaces froides. Fabio était rentré de meilleure humeur. Il avait donné des ordres pour qu'on allât soigner et restaurer Lucrezia dans sa chambre, et avait annoncé qu'elle resterait enfermée jusqu'à nouvel ordre. Puis il s'était montré charmant au dîner, et Nicolina s'était dit, en son fort intérieur, que la colère semblait passer, et qu'il ne restait maintenant que l'amour-propre et les principes, qui faisaient toujours beaucoup moins de ravages. Mais elle n'avait pas osé aborder le sujet qui la taraudait depuis l'après-midi. Elle attendit d'avoir fini de remplir son devoir conjugal et choisit ce moment où Fabio, assouvi, paraissait paisible. « Mon prince, » dit amoureusement Nicolina. « Ma femme, » répondit Fabio avec une certaine douceur. « J'ai une requête qui me tient beaucoup à cœur. »« Je parie que tu vas intercéder en faveur de ta fille, » dit-il avec une certaine froideur. « Non, pas du tout, » se récria-t-elle. Il se radoucit. « Excuse-moi, de quoi s'agit-il ? » ?»« J'aimerais que nous fassions un voyage, avec toi si cela est possible, ou bien avec les enfants. » Fabio se redressa, et elle sentit au ton de sa voix que sa langueur s'était à présent totalement dissipée. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'où cette idée te vient-elle ? » C'est le zoccolo qui me fait peur, Fabio. Je serais plus tranquille si nous partions en voyage pendant quelque temps. Fabio se tut, pendant un temps si long que Nicolina se demanda s'il ne s'était pas endormi. Elle n'osa pas le relancer cependant. « Je vais y réfléchir, dit-il enfin, avec un bâillement. « Oh, je te dirai ce que je décide. Et maintenant, dors. » Il lui colla sur le front un baiser paternel qui n'avait rien à voir avec l'étreinte sexuelle qui venait d'avoir lieu. Elle n'insista pas et lui dit de sa voix la plus enfantine « Bonne nuit, mon prince. » Et Fabio, dans la grandeur démesurée de son lit, la paix de la chair et le doux tintement de son titre princier à ses oreilles, s'endormit. Chapitre 13. Les soucis du consigliere. Lazzaro s'abrutissait de travail. Les sombres pensées qui s'agitaient en arrière-plan de sa tête n'étaient pas les bienvenues sur le devant de la scène, et il les enchâssait. L'angoisse sourde de l'éruption du volcan formait comme un bourdon permanent,
une note grave et continue, avec laquelle tout le reste entrait en dissonance. Lazzaro ne voulait, ne pouvait pas y penser. Il n'eût servi à rien de ressasser la lettre de Guaspare, l'appel qu'elle contenait, appel qui allait demeurer sans réponse. Car que pouvait faire Lazzaro, pieds et poings liés comme il l'était par Fabio? Le prince avait été très clair. Il souhaitait enterrer la lettre de son frère, le mémoire des savants étrangers, et toute action de sauvegarde des Marsiliens. Et Fabio l'avait menacé d'une procédure judiciaire. À quoi servirait Lazzaro s'il était mis en prison? Au secret, Lazzaro l'était déjà en réalité, même s'il n'était pas dans les fers. Sa langue était liée comme par un charme. S'il entamait une action quelconque pour se mettre en travers des projets du prince, cette action serait la dernière. Alors mieux valait ne pas y penser, et abattre un travail qui, pour absurde qu'il était au fond, n'en paraissait pas moins utile à courte échéance. Par exemple, il avait dépensé beaucoup d'énergie la veille à dresser la liste de tous ceux qui savaient fabriquer de l'oubli et à leur rendre une visite de courtoisie. Aujourd'hui, il venait de recevoir la visite d'un apothicaire ruiné par le jeu, qui avait dû fermer son officine et qui acceptait de déménager à la Villa Lorenziana pour se mettre à la disposition des aristocrates en échange d'une rémunération conséquente. Lazzaro devait encore organiser l'installation de son atelier et l'acheminement des matières premières, dont il espérait trouver une assez grande quantité dans les shops désertes de Santa, mais cette urgence, en tout cas, était en passe d'être réglée. Une petite voix, depuis les coulisses de son esprit, lui soufflait qu'il venait d'envoyer cet homme à une mort presque certaine. Et pourquoi? Pour entretenir l'ivresse, l'inconscience et l'irresponsabilité des aristocrates qui étaient eux-mêmes envoyés à la mort, ou plutôt qui se jetaient eux-mêmes, par un esprit de défi, pour l'amour de l'art et des sensations extrêmes, dans la gueule béante du volcan. Il avait entendu, comme tout le palazzo, l'anecdote de Lucrezia venant mettre en garde sa tante. Son cœur avait saigné en imaginant les représailles de Fabio à l'encontre de cette courageuse enfant. Il lui était reconnaissant d'avoir prononcé les mots qu'il n'avait pas pu prononcer lui-même, d'avoir tendu à Gemma au moins une fois le miroir de vérité dans lequel elle avait refusé de plonger les yeux. Le fait que quelqu'un l'eût prévenue explicitement la rendait pour toujours responsable de ce qui lui arriverait à elle comme à sa suite. Et cette idée un peu mesquine le soulageait pourtant. Parfois, il en voulait à Guaspare de lui avoir écrit à lui qui n'avait aucun pouvoir, à lui qui n'était de jour en jour qu'un larbin de plus en plus méprisé, un consigliere dont on écoutait de moins en moins les conseils. Qu'eût fait Lorenza? Cette question revenait souvent du fond de son esprit, et il la chassait aussi, même si son esprit s'appliquait malgré lui à y répondre. Lorenza eût probablement fait une déclaration solennelle, assortie de mesures de sûreté. Elle eût fait déménager tous ceux qui vivaient aux abords les plus dangereux du Zoccolo. Elle eût fait construire une flotte à marche forcée, une flotte capable d'accueillir toute la population de Marsilia s'il le fallait. Elle eût sauvegardé les plus grandes œuvres d'art dans un lieu souterrain et protégé, dans lequel elle eût également aménagé des abris d'urgence pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de gagner le port. Elle eût fait venir d'autres scientifiques de tous les coins de la baie, elle eût pris conseil de tous les géographes, de tous les physiciens, de tous les historiens qu'elle eût pu contacter. Elle eût préparé un exode, en proposant un contrat avantageux pour les îles avoisinantes qui eussent accueilli les Marsiliens. Elle eût sauvé ce qu'il y avait à sauver. Et sans bien savoir si c'étaient les idées de la reine ou les siennes propres, sans bien savoir si elles intéresseraient jamais quelqu'un, il ne pouvait empêcher son cerveau de s'en emparer. Même s'il faisait autre chose tout le long du jour, une partie de son cerveau s'occupait exclusivement de mettre en forme ces mesures de sauvegarde. Des centaines de problèmes pratiques surgissaient à son esprit, et son cerveau inlassablement, involontairement, s'appliquait à les résoudre. Comme un aristocrate débordant d'un projet artistique, Lazzaro était gros de ce sauvetage, dont le projet énorme, d'une nécessité impérieuse et absolue, s'organisait dans le secret de son crâne. Il était en train de raccompagner Quirina, la grande prêtresse des érotistes, qui était venue le trouver à la demande de Gemma afin d'organiser le transfert temporaire d'une partie des érotistes à la Villa Lorenziana. Cette dame lui avait donné une liste invraisemblable de conditions et de desiderata. La partie consciente de son esprit s'absorba dans cet entretien, qui consistait à faciliter l'envoi d'une 50aine d'érotistes à une mort quasi certaine, pour le bon plaisir des autres aristocrates.
mais la partie refoulée de l'esprit de Lazzaro s'insurgeait de ce qui se passait à la surface. De la main droite, le consigliere organisait une déportation mortelle, de la main gauche, Lazzaro imaginait un exode inverse et salutaire, et ce conflit interne, intenable, schizophrénique, menaçait de lui faire perdre la raison. Il fallait qu'il fît justice à la partie de lui qu'il refoulait, il fallait qu'il lui permît de s'exprimer, ou bien, il le sentait, son corps même subirait une grande crise dont il n'était pas sûr de pouvoir se remettre. « Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu au temple, consigliere. »« C'est vrai. Je sens en vous des tensions corporelles et psychiques qui doivent être très douloureuses. Venez me voir si vous le souhaitez, je m'occuperai personnellement de vous. » Quirina parlait toujours, même pour dire des banalités, d'une voix susurrante et pleine de sous-entendus, et cette voix avait l'étrange pouvoir d'allumer l'imagination. Lazzaro se représenta ce bain de jouvence et de détente, et ce fantasme exerça sur lui une attirance presque invincible. « Je ne sais si même vos mains expertes sauraient me départir de ces tensions, maestra. » Elle sourit, sensible à ce titre que la controverse ne lui avait pas accordé. « Je suis capable de plonger un moribond dans les délices, dit-elle. Venez à 5 heures. » Lazzaro jeta un œil sur le cadran solaire de sa terrasse. « J'essaierai, si mon travail me le permet. »« Non, consigliere, ce n'est pas le travail qui vous permet une expérience érotique, c'est l'expérience érotique qui vous permettra de travailler. » Lazzaro sourit poliment à ce paradoxe qui devait contenir, il en convenait, quelque part de vérité. L'horloge du temple des érotistes sonnait la demie de 5 heures lorsque Lazzaro, dans la petite mort qui suivit son orgasme, eut une révélation. Quirina, qui s'était si bien maquillée et vêtue qu'elle ressemblait à s'y méprendre à Lorenza Albarregno, abandonna son hôte en lui disant de sa voix suggestive de prendre son temps avant de partir. Lazzaro, les yeux mi-clos, ne la regarda pas sortir. Le jaillissement qui l'avait traversé n'avait pas uniquement déchargé son corps et ses tensions, il avait aussi créé un sillon, une voie de sortie pour les idées qui s'accumulaient dans sa tête au risque de la faire éclater. Il allait tout écrire, tout le plan de sauvegarde, avec sa légion de problèmes et sa légion de solutions, prêtes, hiérarchisées, en ordre de bataille. Ce mémoire pouvait être anonyme, il suffisait de l'imprimer clandestinement, en 1 millier d'exemplaires, et de le répandre à travers la ville. Cette idée lui paraissait si lumineuse et si évidente qu'il se demandait comment il avait pu ne pas y penser plus tôt. Et cela lui redonna un peu d'espoir, comme si la note grave du bourdon, tout à coup, avait baissé d'intensité. Même si Fabio le mettait au fer pour de bon, si ce mémoire pouvait circuler, tout redevenait possible. Il en était là de ses réflexions, plus qu'à demi nu sur le sofa moelleux, lorsqu'un bruit de bottes inhabituel se fit entendre. La porte s'ouvrit brutalement. Il s'attendit à voir revenir la grande prêtresse ou une autre érotiste lorsqu'il se retrouva nez à nez avec le capitaine de la garde. Les pensées se bousculèrent dans la tête du consigliere. Comment l'officier savait-il qu'il se trouvait ici? Que s'était-il passé? Qu'allait-il advenir du mémoire qu'il n'avait pas encore écrit? Qui allait s'occuper de sa mère? « Signore Calbi, veuillez me suivre, s'il vous plaît. J'aurai quelques questions à vous poser dans le cadre de mon enquête. » Lazzaro entreprit de se rhabiller sans se presser. « Capitaine, ces questions étaient-elles urgentes au point de violer l'intimité sacrée du temple de l'érotisme? Ne pouvaient-elles attendre une demi-heure? » « Le prince m'a dit que vous essayiez peut-être de vous enfuir. » Lazzaro se leva et se passa la main dans les cheveux pour effacer toute trace de désordre. « Et de qui prenez-vous vos ordres, capitaine? Du prince Fabio ou bien de la régente, que la reine a expressément nommée pour exercer le pouvoir ?» Le capitaine parut légèrement embarrassé. « La régente ne vous aime pas, et donc vous préférez prendre vos ordres de son frère, et ce faisant, vous désobéissez à la reine. Soyez certain que cela lui sera rapporté. » « Veuillez me suivre, consigliere. J'espère que vous pourrez répondre favorablement à mes questions. »« Je vous suivrai, et je répondrai à vos questions quand vous aurez un ordre écrit de la régente. »« Vous refusez de coopérer ? » ?»« Capitaine, vous ne le voyez pas, actuellement, parce que je suis d'un naturel très flegmatique, mais je suis dans une colère noire. Je refuse de me faire cueillir au temple de l'érotisme comme un vulgaire malfrat.
et de subir l'humiliation d'une escorte militaire alors que vous agissez de manière parfaitement illégale. Si vous souhaitez vous saisir de ma personne de force, libre à vous d'en assumer les conséquences, mais je me défendrai. » Le capitaine de la garde blêmit. « Auriez-vous l'obligeance d'honorer ma requête et de vous présenter le plus tôt possible au poste principal de la garde, afin de répondre à des questions urgentes afférentes à l'enquête sur la mort du roi ?» Le consigliere fit une moue et tourna la langue dans sa bouche avant de répondre. « Certainement, dit-il, je viendrai demain matin. » Le capitaine hésita. « Le plus tôt sera… »« Le plus tôt possible, en l'absence d'un ordre écrit de la régente, sera demain matin. Et maintenant déguerpissez. » Le capitaine recula et referma la porte derrière lui. Lazzaro avait gagné une soirée et une nuit, et il restait à espérer que cela serait suffisant. Luca n'était pas encore assez accoutumé au palazzo pour y dormir. Il préférait dormir chez ses parents et faire le chemin à l'aube. Lazzaro remercia la mère qu'il en fut ainsi et se précipita aussi vite qu'il le put pour le cueillir à la sortie de son travail. Le consigliere, l'air soucieux, faisait les 100 pas dans la rue en manipulant nerveusement un paquet de pièces qu'il faisait passer d'une main dans l'autre devant la maison du garçon. Ce dernier arriva bientôt en sifflotant, mais sa mélodie guillerette mourut dans une moue comique lorsqu'il vit son bienfaiteur et supérieur devant sa porte. « Consigliere, aurais-je commis quelque faute ?»« Non, Luca, c'est plutôt moi. Mais suis-moi, tu vas avoir double ration de travail aujourd'hui. » Le garçon hésita un très bref instant, mais Lazzaro lui lança 3 pièces, presque en plein visage. Luca était très adroit et rattrapa au vol la monnaie cognante et trébuchante qui représentait une journée complète de salaire. « À votre service, consigliere. On retourne au palazzo ?»« Non. Viens avec moi, rue de la Passoire. » Luca s'exécuta sans broncher et eut presque du mal à suivre le pas rapide du gros homme. À vrai dire, il ne l'avait jamais vu marcher à cette allure, et ce fut, entre toutes les choses inhabituelles qui survenaient, celle qui l'inquiéta le plus. Une fois arrivé chez la signora Calbi, Lazzaro demanda à Luca de patienter dehors. Luca entendit, pour commencer, force cris et reproches de la part de la vieille dame, mais aux réponses brèves et sans appel de son fils, la signora Calbi se tut. Quand Lazzaro lui ouvrit la porte, le salon était vide, et l'on entendait à peine les sanglots exagérés de la mère victimisée derrière la porte close de sa chambre. « Luca, j'espère que tu es aussi vif, aussi loyal et aussi fiable que je le crois. »« Vous commencez à m'inquiéter pour de bon, » dit Luca en fronçant les sourcils. Lazzaro s'assit, saisit machinalement une assiette de pâtisserie et la disposa entre eux, ainsi que 2 verres et un fond de jus de rose. Une liqueur lui eût probablement fait plus de bien, mais il allait devoir rester éveillé toute la nuit. « Commençons par la signora Calbi, » dit-il d'un ton très sérieux. « Il est probable que je ne sois plus en état de m'occuper de grand-chose dès demain, ou peut-être un peu plus tard. On n'est jamais trop prévoyant. Et c'est à toi que je vais donner toutes les consignes qu'il te faudra suivre absolument, rigoureusement, quoi qu'il t'en coûte. Je te paierai pour cela, mais j'ai besoin que tu me promettes de prendre tout cela très au sérieux. » Luca n'osa demander combien il serait payé et jugea plus prudent de hocher la tête gravement. « La signora Calbi, dit-il, il faudra que je m'en occupe, c'est ça ? » ?»« Oui, elle ne marche pas. Il lui faut une personne à demeure si je ne suis plus là. »« Dois-je abandonner mon travail au palazzo ? » ?»« Non. Tu dois trouver quelqu'un, ta mère, ta sœur, ta cousine, peu importe. Une femme de préférence, en tout cas quelqu'un de patient, quelqu'un de disponible, qui pourra s'occuper d'elle nuit et jour jusqu'à son départ, que j'espère dans 3 jours. Ne serait-il pas plus simple de la prendre chez moi ? Non, je veux qu'elle reste dans ses murs, dans ses habitudes, et tu lui diras que j'ai dû partir en voyage en urgence, mais que je reviendrai bientôt. Et le jour du départ, il faudra lui dire qu'elle vient me rejoindre. D'accord ? Tu me jures qu'elle ne restera pas toute seule, qu'elle n'aura pas faim, que ses draps seront propres, que quelqu'un prêtera l'oreille à ses jérémiades. Je vous le promets, consigliere. Bien. Lazzaro soupira et se saisit d'un gâteau qu'il engouffra avec une voracité presque effrayante. Maintenant le courrier. Tu devras remettre cette lettre à la régente, de ma part. Il farfouilla dans sa poche. Luca le regardait, fasciné. Toutes les parties du consigliere semblaient indépendantes et coordonnées,
comme des soldats accomplissant tous des ordres différents. La bouche mâchait le gâteau, la main cherchait la lettre, les yeux tournaient en tous sens, témoins d'une réflexion intense qui s'opérait dans son crâne. Ce fut la main qui termina son travail la première. Elle tendit une lettre un peu froissée à Luca, qui la saisit sans la lire. « Ce n'est pas votre écriture ?» dit-il simplement. « Non, en effet. C'est une lettre que le prince Guaspare m'a adressée à moi, et que je voudrais que Gemma lise. Dis-lui... » La bouche acheva d'avaler le gâteau. « Dis-lui que je la supplie d'écouter son frère et de faire attention. » Luca hocha la tête. « La signora Calbi, la lettre pour la régente, récapitula-t-il. « Peux-tu aller parler avec ma mère, Luca, pendant que j'écris un certain nombre de lettres que je vais te remettre ? Que dois-je lui dire ? Oh, ce qui te passe par la tête. Mais ne l'inquiète pas à mon sujet. Dis-lui que je suis très occupée, que la régente me confie une tâche urgente. » L'enfant toqua doucement à la porte de la vieille, et Lazzaro, l'œil vide, engouffra 4 ou 5 gâteaux de suite avant de se sentir apte à continuer son œuvre. Il alla chercher une grande quantité de papier et son nécessaire à écrire. Les lettres lui vinrent toutes d'un trait. Au capitaine de la Médusa. Veuillez affréter votre navire pour le 3e jour après réception de cette lettre. Vous devrez emmener une 12aine de personnes chez nos voisins de l'île de Sapienza. Par le porteur de cette lettre, je vous fais parvenir un paiement d'avance pour embarquer la dottoressa Rigarda Albarreño, la signora Matilda Calbi, la marchande Santa si elle se présente, ainsi que le jeune Luca, postino du palazzo, porteur de ce message, et sa famille, la jeune Graziella, petite main, l'artocrate Adrienne. Je vous demanderai de pourvoir sur place à l'installation de ces personnes dans un hébergement décent et sûr pour plusieurs lunes afin de les mettre à l'abri de l'éruption possible du volcan. Vous serez libre ensuite de rentrer ou de rester avec eux. Pour le palazzo, Consigliere Lazzaro Calbi. Au direttore conservatore. La reine Lorenza Albarreño, inquiète des récents mouvements du Zoccolo, me fait savoir par courrier qu'elle souhaite que vous fassiez transférer dans l'ancienne citerne du palazzo la majeure partie des collections artistiques en réserve, tableaux, statues, livres et partitions, ainsi que tous les chefs-d'œuvre pour lesquels vous jugerez utile de procéder à une sauvegarde prophylactique sans que ce déplacement d'œuvres ne crée une panique générale au palazzo. Sachant pouvoir compter sur votre discernement et votre discrétion, pour la reine, Consigliere Lazzaro Calbi. À la princesse Rigarda Albarreño. Chère dottoressa, si vous recevez cette lettre, c'est que j'ai été compromis dans l'enquête sur la mort de votre frère. Toute la faute est mienne. J'espère que le sang des Albarreño, votre grand âge et l'affection que vous porte la régente vous laisseront le temps de partir par la Médusa dans 3 jours. Je ne saurais que trop vous conseiller d'emporter avec vous tout ce que vous ne voulez pas perdre. Avec mon respect infini, Consigliere Lazzaro Calbi. Au prince Guaspare Albarreño, capitaine de la Liberta. Au moment où je vous parle, personne à Marsiglia n'a conscience du danger. Je vous conjure de hâter votre retour, afin de prendre en main la sauvegarde de la cité, que ni votre sœur, ni votre frère, ni votre tante ne vont organiser. Gemma prépare un festival du Zoccolo dans la Villa Lorenziana, encouragée par Fabio qui rebat déjà les cartes en vue d'une coupe claire dans l'artocratie. Votre tante n'a jamais été aussi près de perdre la tête que depuis la mort de votre père, et la cité a cruellement besoin d'un capitaine. Je ne vous supplierai pas si j'étais moi-même en état d'agir, mais vous me voyez à ce jour réduit à la plus stricte impuissance, dans l'espoir que ma lettre, et vous-même, arriverez à temps, Consigliere Lazzaro Calbi. Au signore Adrienne, artocrate. Signore, je n'ai jamais eu le temps de vous demander pardon de la négligence avec laquelle j'ai traité vos difficultés ces derniers mois. Permettez-moi de me racheter en vous sauvant la vie aujourd'hui. Le Zoccolo menace d'une éruption majeure et je vous recommande vivement de fuir Marsiglia au plus vite. Des places vous sont réservées, à vous et à votre petite main, à bord de la Médusa, qui part dans 3 jours. En espérant que vous parviendrez à faire confiance à un homme qui vous a déjà fait défaut, Consigliere Lazzaro Calbi. Au signore Babilonio, typografo. Je vous confie, comme une urgence absolue, ce manuscrit à imprimer en 100 d'exemplaires. Prenez le meilleur délai possible et divisez-le par 2. Si vous me donnez satisfaction, en remettant au porteur de cette lettre l'ensemble des exemplaires avant 3 jours, il vous donnera un bon à tirer de 500 ducats,
à faire valoir auprès du thésoriere. Pour vos frais initiaux, le porteur de ce message vous remettra également une bourse d'acompte, en espérant pouvoir compter sur votre diligence pour le Palazzo Consigliere Lazzaro Calbi. L'encre n'était pas encore sèche que Lazzaro était déjà en train d'ouvrir la porte de la chambre de sa mère. « Ça va, mère ?»« Viens avec nous, Lazzaro. Nous nous amusons bien avec le petit. »« Je n'ai pas le temps, mère, je le regrette. Et lui non plus. »« Oh, tu ne vas pas me priver de sa charmante compagnie, quand même. »« Je crains que si, mère. » Luca avait compris et commençait déjà sa manœuvre de retraite. « Vous n'allez pas me laisser toute seule dans le noir, dans cette chambre où je n'ai rien à faire. » Le visage de Lazzaro se figea, en un tel masque de douleur que la vieille femme fit marche arrière. « C'est bon, Lazzaro, je sais. Tu es très occupé au palazzo, tu n'as pas besoin que je t'embête avec mes histoires. Ton jeune ami est charmant. »« Je viendrai t'embrasser ce soir, » dit Lazzaro en refermant la porte. Puis il fit signe à Luca de s'asseoir et lui tendit toutes les lettres. Luca allait les plier pour les ranger au fond de ses chausses quand le consigliere l'arrêta. « Non, il faut que tu les lises, toutes. »« À haute voix, consigliere ?»« Dans ta tête, triple buse, c'est un secret d'État que je te confie. » Tandis que le jeune garçon lisait, avec une expression de plus en plus décontenancée, le contenu des missives, Lazzaro s'empara d'une nouvelle feuille de papier et fit une liste à l'intention de Luca. Puis il alla chercher un coffret, plein de pièces d'argent et d'or, qu'il sortit et se mit à ranger en piles de 10 sur la table. Au bout d'un moment, il leva les yeux. Luca le regardait, très pâle. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Pourquoi personne ne parle de cela ? Pourquoi est-ce un secret d'État ?»« Ce ne serait pas un secret si la reine était parmi nous, » dit tristement Lazzaro. « Mais la régente et le prince Fabio ne sont pas aussi responsables que leur mère. Certaines personnes prospèrent dans le danger et dans les crises. »« Ne pouvez-vous les raisonner ? » « Je vais probablement être incarcérée demain matin, Luca, pour des imprudences que j'ai commises, et je suis actuellement la seule personne qui se soucie un tant soit peu de la survie des Marsiliens. Quand je serai dans l'incapacité de veiller sur la ville, il va falloir que tu m'aides, tu comprends ?» Luca hocha la tête, résistant à l'envie de poser les 1001 questions qui lui passaient par la tête. « Je t'ai fait une liste ici, avec le montant des paiements. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne vole pas l'argent, ne le garde pas pour toi, obéis à mes consignes. Je t'en donnerai aussi pour toi et ta famille, en plus du passage sur le bateau. » Luca déglutit. « Comment vais-je arriver à convaincre mes parents ? J'écrirai une lettre pour eux aussi, si tu veux. » La signora Calbi, la lettre à la régente, en lui disant que vous la suppliez d'écouter son frère et qu'elle fasse attention, et ensuite tout votre courrier. Cela fait 6 lettres. Par la mère, consigliere, vous pondez les lettres sacrément vite. Lazzaro eut un petit rire nerveux, proche des larmes. Il faut encore que j'écrive, Luca. Des dizaines de pages d'ici demain. Veux-tu rentrer chez toi et me retrouver ici à l'aube ? Je te donnerai le manuscrit pour le signore Babilonio. À qui devrais-je remettre les 100 exemplaires, consigliere ? Il faut que j'y réfléchisse, Luca. Il faut que le plus possible de gens le lisent. Vous ne voulez pas que je reste, que je vous prépare un thé au gingembre, que je m'occupe de votre mère ? Si tu veux, dit Lazzaro avec reconnaissance. Luca crut voir briller une larme dans les yeux du consigliere, mais il devait se tromper, car Lazzaro se saisit d'une feuille vierge et commença à écrire fiévreusement. Avant-propos. À vous, lecteurs, chers Marsiliens, chefs de famille et d'atelier, mères, sœurs, petites mains, commerçants et marins, je veux que vous partagiez ce que je vais vous apprendre avec toute votre communauté. Le prince Gaspare Albarregno, que nous aimons tous, est encore loin de notre rivage, mais il m'a envoyé une mise en garde pour me prier d'organiser le salut de Marsilia. Et voici ce que je fais pour répondre à sa demande. Je vous répète solennellement d'abord, dans le langage le plus simple et le plus direct, ce que le prince m'a révélé. Le Zoccolo s'est réveillé. Le dragonnet n'est que le funeste présage qui nous avertit de ce qui va suivre inéluctablement, dans les mois, les semaines, peut-être les jours qui viennent. Le feu et la mort surgiront de la montagne. L'île sera balayée par ce vent de destruction. Nul n'est à l'abri des flammes, des cendres, des vagues qui déferleront de toute leur puissance. Des scientifiques étrangers
ont étudié le volcan, et ils sont sûrs de leur fait. Il ne s'agit pas d'un songe ou d'une vague terreur, il s'agit d'une certitude, d'un avenir déjà écrit, déjà contenu dans le présent lui-même. Le Zocolo s'est réveillé. Si nous œuvrons ensemble, si nous ne nous égarons pas dans de vaines dénégations, dans des sursis criminels, dans des revirements incessants, si tous nous suivons les conseils de la raison, peut-être pourrons-nous surmonter cette épreuve. Ce sont précisément ces conseils de la raison que je veux vous donner ici et que je vous conjure, chers concitoyens, d'écouter. Section 1. Préparer la fuite, construire les navires, négocier l'accueil dans les îles voisines, enterrer les œuvres d'art. Le consigliere qui se présenta au bureau du capitaine de la garde le lendemain matin n'avait pas grand-chose à voir avec le Lazzaro Calbi que tout le monde connaissait. Ébouriffé, le vêtement froissé et taché à plusieurs endroits. Certaines taches étaient manifestement des taches d'encre, mais d'autres étaient plus probablement des taches de graisse. Il étouffait des bâillements presque continuels qui faisaient larmoyer ses yeux gonflés. La dottoressa, qui était assise depuis déjà une demi-heure, et, malgré une tenue noire quelque peu défraîchie elle-même, ne put s'empêcher de pousser un petit cri de surprise réprobatrice en le voyant entrer. Le capitaine et le prince, tous deux très dignes, très propres et rasés de près, semblaient avoir pris le contre-pied involontaire de leurs accusés. On fit asseoir Calbi à côté de Riarda, devant laquelle il s'inclina respectueusement. « Consigliere, dottoressa, je vous remercie d'avoir honoré notre demande d'éclaircissement. Je vous assure que si j'avais pu me dispenser d'une pareille méthode, je n'y aurais pas recouru, et j'ai cru bon de faire venir le prince Fabio, votre neveu, dottoressa, afin qu'un autre membre de la famille Albarregno soit présent lors de cet entretien. »« Excusez-moi, articula Lazzaro, la voix ensommeillée. La régente est-elle au courant ?»« Bien sûr, répondit le capitaine de la garde. Après notre entrevue d'hier, j'ai immédiatement pris la tâche de la régente qui m'a dit de voir tout cela directement avec vous. »« Elle ne souhaite pas entendre parler de cette enquête, intervint Fabio. Comme vous le savez, tout ce qui touche à Sofia Calvenzano est frappé d'opprobre à ses yeux. Je crains qu'elle ne vous soit d'aucun secours. »« Bonne mère !» s'écria Rigarda. « En sommes-nous réduits à cette extrémité, mon neveu ? Avons-nous besoin de secours ?» Fabio composa sur ses lèvres plastiques un sourire mécanique, insignifiant, et fit un hochement de tête en direction du capitaine. « Je suis au regret de vous faire part des impasses auxquelles je suis arrivé au terme de l'enquête qui m'a été confiée. Il s'avère que vous avez ordonné, consigliere, à la petite main Graziella, d'effectuer une surveillance continue de la chambre du roi. D'après mes informations, vous seul lui avez donné cet ordre et jamais la reine n'en a parlé elle-même, bien que la surveillance se soit faite à travers un Judas dans ses appartements. Judas dont vous avez révélé l'existence à l'enfant en lui affirmant que seule la reine et vous la connaissiez en dehors d'elle. »« Et en effet, murmura Fabio, je n'avais jamais été informé de l'existence de ce dispositif de surveillance de mon père, que je trouve particulièrement choquant. » « Il s'agissait initialement de s'assurer de l'état de santé du roi, dit Lazzaro mollement. « Et vous, dottoressa, aviez-vous connaissance de ce Judas ?»« J'ai été tout aussi surprise que vous lorsque je l'ai découvert, » répondit Rigarda prudemment. « Mais quand l'avez-vous découvert, ma tante ? Ce matin ?» Rigarda se souvenait de cet œilleton maudit par lequel elle avait vu la mort emporter son frère. Elle haussa les épaules. Mentir lui répugnait. Et avouer son crime était tentant, mais un obscur instinct l'en préservait. Le sentiment de sa dignité, peut-être, et l'exaspération de se voir interrogée comme une écolière par son propre neveu. « J'en tombe littéralement des nues, » dit-elle. Le capitaine jeta un bref coup d'œil à Fabio avant de reprendre. « C'est précisément pendant la controverse que vous avez demandé à Graziella d'exercer cette surveillance, consigliere. Était-ce sur ordre de la reine ? » ?»« Non, » dit Lazzaro. « J'ai agi dans l'intérêt de la reine, mais pas sur son ordre direct. Elle était très souffrante. » »« Pourquoi cette surveillance était-elle si importante à ce moment précis ? La petite main a rapporté que vous l'aviez grondée et menacée lorsque vous avez découvert qu'elle ne s'était pas exécutée, et que vous lui aviez demandé de lui répéter toutes les paroles qui s'échangeraient. Qui vous attendiez-vous à voir dans les appartements du roi ?
Qu'aviez-vous l'espoir, ou la crainte, de surprendre » Lazzaro s'éclaircit la gorge et regarda Fabio droit dans les yeux. Il me semblait qu'on essayait depuis quelque temps de manipuler le roi, qu'une personne mal intentionnée, profitant sans doute de la solitude relative dans laquelle le roi était laissé, et de la faiblesse de cette petite main qui s'occupait de lui, cherchait à obtenir de lui des avantages. « De quel ordre » demanda le capitaine de la garde. « C'est ce que je m'efforçais de découvrir. »« Et l'avez-vous découvert ?»« Je l'ai découvert, » articula Lazzaro en regardant à nouveau Fabio. « La petite main a-t-elle été témoin d'une scène particulière ? Elle ne m'en a pas parlé, » protesta le capitaine d'un air sceptique. « Non, je ne l'ai pas découvert par ce biais-là. »« Seriez-vous assez aimable pour nous éclairer sur ce point ?» s'exaspéra le capitaine. « Non. » Le capitaine frémit de colère, mais un regard de Fabio le calma. « Le roi est mort, » dit Lazzaro. « Les gens qui cherchaient avantage auprès de lui ne peuvent continuer à le faire. Je ne juge pas cette information pertinente, pour le moment. » Fabio fixait sur Lazzaro ses yeux inquisiteurs. Au-delà du dégoût qu'il affichait, de la colère qu'il avait du mal à contenir, Lazzaro percevait autre chose, une interrogation, une inquiétude. « Continuons, je vous prie, » reprit le capitaine. « Il sera question ici de 2 personnes absentes, la marchande d'oubli, Santa, qu'on appelle parfois en ville la Strega, et sa fille, qui est curieusement devenue petite main de la reine à cette même période. La Strega vend de l'oubli, des charmes et des onguents, ce qui fait d'elle une spécialiste des drogues et des poisons. »« Spécialiste en charlatanerie !» ronchonna Rigarda. « Je vous trouve bien naïf de prêter foi à ces pseudo-sciences. » Il a été établi que la dite Agnese a passé la nuit qui a précédé la mort du roi à le veiller dans ses appartements. Elle était la petite main de la reine. Toutes les petites mains de la reine ont eu la charge de la toilette et des soins corporels du roi. Elle s'est permis de refuser l'accès à la chambre de son père au prince Fabio, ici présent. « En effet, » dit Fabio, et Lazzaro eut la désagréable sensation d'une pièce de théâtre maintes fois répétée, où Rigarda et lui étaient les seuls à découvrir le texte. Cette petite main, toute fraîchement nommée à son poste par vos soins, s'est montrée d'une rare impudence et n'a même pas daigné m'ouvrir la porte. Pour ce que j'en sais, il se peut qu'elle ait été placée là pour tuer le roi. Il se peut qu'il fût déjà mort lorsque je suis passé le voir. Il était très commode pour elle d'accomplir cette vile besogne et de prendre la fuite dès le lendemain par la Libertà. » Lazzaro déglutit et marqua un silence. Agnese n'a strictement rien à voir avec la mort du roi. Elle a toujours été obéissante et dévouée. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai choisie pour remplacer Graziella. On pourrait également supposer que vous l'avez remplacée précisément parce que Graziella n'avait pas effectué les tâches illégales que vous lui aviez confiées, et que vous souhaitiez vous reposer sur une petite main plus efficace et moins scrupuleuse, dit Fabio. On pourrait tout supposer dans ce cas, Principe. Par exemple, qu'Agnese a effectivement vu et entendu une scène troublante dans la chambre du roi, une scène qui impliquerait une manipulation de longue date et un abus de faiblesse caractérisé. Ce fut au tour de Fabio de garder le silence. « Agnese et sa mère sont hautement suspectes, » reprit le capitaine de la garde. « La fille n'a peut-être rien fait, mais la mère. La mère inspire une certaine méfiance au palazzo, et ses faits et gestes ne passent pas inaperçus. Elle a été vue, en pleine controverse, se diriger vers les appartements royaux, où elle n'avait que faire. » Lazzaro éclata d'un rire forcé. « C'est tout ce que vous avez ? Des préjugés contre une étrangère, des témoignages vagues, des rumeurs ? » ?»« Ce n'est pas tout, » coupa sèchement le capitaine. « La marchande d'oubli a également été vue avec vous deux pendant la controverse, et elle a été vue peu après sa visite aux appartements royaux, descendant l'escalier de la crypte. » « Est-ce à dire, monsieur le capitaine de la garde, que vous m'accusez de connivence meurtrière avec cette femme sulfureuse ?» se récria Rigarda. L'honneur outragé étincelait dans les yeux de la vieille femme, et Lazzaro se demanda fugitivement si Rigarda croyait actuellement en son propre mensonge, car la connivence meurtrière n'était pas inventée, comme elle le savait pertinemment. « C'est un tissu d'absurdité, lança-t-il pour lui venir en aide. Un roman d'une complexité et d'une invraisemblance qui ne font pas honneur à ses auteurs.
Osez accuser votre tante, Fabio, qui s'est toujours occupée de votre père, même quand vous et vos frères et sœurs lui tourniez le dos, qui a consacré sa vie aux études les plus austères. Je n'ai pas de mots pour qualifier un tel soupçon. » Cette vive tirade fut suivie d'un long silence. Rigarda, visiblement très ému, semblait sur le point de s'effondrer derrière ses dentelles noires. Le capitaine de la garde n'osait continuer ses allégations, et Fabio, muet, clouait Lazzaro de son regard fixe. « Ma tante, en sa qualité de dame Albarregno, ne sera pas inquiétée. Mais vous, consigliere, vous, c'est une autre affaire. De quoi m'accusez-vous exactement ? D'avoir recouru au service de cette strega et de sa fille. » « En effet, dit tout à coup Lazzaro, comme s'il passait aux aveux, j'ai recouru au service d'Agnese, qui me paraissait infiniment plus fiable que cette sotte de Gradiella, et j'ai demandé à Santa de rendre visite au roi et de faire son rapport à votre tante, mais évidemment pas dans l'intention meurtrière que vous me prêtez. Seriez-vous assez aimable, consigliere, pour nous expliquer ces intentions ? Lazzaro réfléchit un instant. Lorsque j'ai soupçonné, Principe, que votre père subissait dans sa faiblesse une tentative de manipulation, j'en ai parlé à la reine. Elle m'a révélé l'existence de ce Judas et m'a autorisé à l'utiliser comme bon me semblait pour vérifier mon hypothèse. Sa participation à toute cette affaire s'arrête là. Je suis l'homme de confiance de la reine et j'ai souvent agi pour elle sans lui donner les détails de mes actions. Au vu des multiples et inhabituelles visites qu'a reçues le roi, parmi lesquelles je compte la visite de cette ballerine que nous avons perdue il y a peu, dont le corps a été précipité du haut des remparts, et celle, le jour même de la controverse, d'une prêtresse de la mer étrangère, dont les pouvoirs inquiétants ont été attestés par tous les passagers de la Liberta, j'ai ordonné à Agnese de n'ouvrir la porte à personne. Sa mère, quant à elle, a été sollicitée par mes soins, de longue date, et avec l'accord de la dottoressa, pour ses talents de guérisseuse auprès de la reine. Si elle s'est dirigée vers les appartements royaux, c'est parce que je lui ai demandé de s'assurer que cette prêtresse de la mer ne lui avait rien fait. Ses pouvoirs spirituels me dépassent, et Santa était la seule personne de ma connaissance à pouvoir me rendre ce service. Elle avait ensuite ordre de descendre à la crypte pour rendre compte à votre tante. Fabio l'écoutait avec acuité. Il comprenait nécessairement à quel point ses stratagèmes pour faire parler le roi en sa faveur avaient été compromis. Il savait que Lazzaro pouvait à bon droit l'accuser d'avoir abusé de la faiblesse de son père, par des feintes impardonnables ayant entraîné la mort d'une ballerine. Et pourtant, ce fut avec sécheresse et assurance qu'il répondit. « Vous me mettez, consigliere, dans une fausse position que je ne saurais accepter. Vous n'exprimez que la moitié de ce que vous savez, ou croyez savoir, en m'excluant délibérément de l'équation pour une raison qui m'échappe. Capitaine, il est vrai que j'ai tenté de convaincre mon père de l'aberration que représentait la nomination de Gemma. Il est vrai que j'ai cherché son soutien, que je lui ai demandé de parler publiquement en ma faveur, et que j'ai même amené avec moi pour le convaincre et pour m'assurer qu'il n'était pas sous l'effet d'une emprise quelconque, une prêtresse de la mer. Vous pouvez m'accuser de faire de la politique, certes, mais pas m'accuser de meurtre. Cette politique a abouti, il me semble, à la mort d'une ballerine, dit Lazzaro. Fabio joua la surprise et l'indignation, avec un art de comédien consommé digne de son atavisme artistique. La ballerine n'a rien à voir avec le roi. Elle s'est jetée du haut des remparts. Cela n'a jamais été contesté. Par manque de preuves, dit Lazzaro. Un meurtre qui n'a pas eu lieu ne peut avoir de preuves. Il n'a pas non plus de mobile, ni de coupable. En revanche, les vrais coupables ont tendance à s'évanouir dans la nature, et je m'étonne que votre sorcière soit introuvable en ville. Pourquoi donc est-elle partie ? Elle est persuadée que le Zoccolo va connaître une nouvelle éruption, qui sera fatale à Marsilia, dit Lazzaro. Rigarda, à ces mots, tressaillit. Comme c'est commode, ironisa Fabio. C'est un conte de bonne femme qui vient fort à propos, vous ne trouvez pas ? Et pourquoi, capitaine, ne cherchez-vous pas du côté de Sofia Calvenzano ? Après tout, c'est dans ses bras que le roi est mort. N'aurait-elle pas eu un mobile passionnel ? A-t-on jamais vu une criminelle faire ouvrir l'enquête sur son meurtre ? Demanda Fabio avec mépris. Elle a exigé qu'une enquête soit menée. Je lui ai aussitôt prêté mon concours. Quant à vous, consigliere, vous avez tout fait pour étouffer l'affaire. En ce qui me concerne, je ne vous fais plus confiance. Le capitaine de la garde tout sauta.
Cet entretien corrobore en grande partie les soupçons que mon enquête avait fait naître. Dottoressa, votre grand âge vous a sans doute fait perdre temporairement votre discernement habituel. Consigliere, en vous alliant avec cette strega aujourd'hui introuvable et potentiellement régicide, vous faites planer un doute sérieux sur votre loyauté envers le roi, et plus généralement envers la couronne. Allez-vous vraiment me mettre au fer sur la base de ces maigres présomptions ? S'indigna Lazzaro. Non, dit le capitaine d'un ton ferme. Et Lazzaro sut alors que cet entretien arrivait à sa conclusion, une conclusion qui avait été préparée à l'avance et que tout ce qu'il aurait pu dire n'aurait pu modifier. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, à la dignité de la dottoressa et aux années de bons et loyaux services du consigliere Calbi, je propose un règlement à l'amiable en alternative au procès public. « J'espère, » dit Rigarda avec hauteur, « que vous n'espérez pas que je vous donne le moindre ducat pour acheter ma réputation. » Non, loin de moi cette idée, Altezza. Je suggère simplement que vous vous éloigniez des affaires de la cour pendant un temps indéfini. Je suggère que vous suiviez la régente à la Villa Lorenziana afin de la seconder de votre mieux, tandis que les affaires courantes seront laissées aux soins des ministres, sous la houlette du tesoriere. Lazzaro se sentit accablé. Bien sûr, il aurait dû y penser, le prévoir, c'était là une conclusion parfaitement logique. « Que direz-vous à Sofia Calvenzano ?» demanda-t-il d'une voix vaincue. « Nous accuserons publiquement cette strega, mais nous tairons le rôle que vous avez joué. » Rigarda se leva, et la majesté de sa tenue imposa le silence aux trois hommes. J'avais déjà décidé d'accompagner Gemma, et je me demande à quoi il aura servi de m'insulter, de parler de la perte de mon discernement, de me faire subir un interrogatoire humiliant, réalisé par des blancs-becs que j'ai vus naître, pour en revenir au point de départ. J'en conclus qu'en plus d'être des rustres, vous êtes des incompétents. Capitaine, j'espère avoir le plaisir de mourir sans avoir celui de vous revoir. Fabio, mon neveu, sache que je suis outragé par les manœuvres honteuses auxquelles tu t'es prêté sur ton père diminué, par le peu de respect que tu as témoigné envers les souhaits de ta noble mère, et que ta passion pour le pouvoir, malsaine et même maladive, te disqualifie à jamais à mes yeux de la dignité nécessaire pour l'exercer. Je ne resterai pas une nuit de plus dans ce palais, où l'air commence à me manquer. Ces mots tombèrent brutalement, comme une grêle, et on accorda à sa fierté blessée le baume de cette sortie empanachée. « Consigliere, » dit Fabio avec un sourire faux, dès que Rigarda fut sorti, « je vais mettre à votre disposition ma propre petite main, Corrado, afin de vous seconder dans les préparatifs du voyage et dans votre déménagement. Je lui demanderai de ne pas vous quitter d'une semelle, jusqu'à ce que vous soyez confortablement installé à la Villa Lorenziana. Je lui demanderai également de vous servir de secrétaire pour rédiger tout le courrier que vous pourriez avoir envie d'écrire. Ne me remerciez pas. Je suis heureux de vous rendre ce petit service. C'est un collaborateur hors pair, vous verrez.